d'équipement. Les réponses essentiellement sécuritaires ont montré des limites pour juguler la propagation de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Afin de permettre une meilleure prise en charge de cette problématique, le plan d'action des Nations Unies pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent a recommandé à chaque État de se doter d'un cadre d'action afin d'organiser la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent sur toute l'étendue de son territoire. Dans cette perspective, le plan de développement économique et social PDES 2017-2021 a préconisé l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, comme pilier important pour l'amélioration du cadre stratégique de la gouvernance sécuritaire. Le présent projet de décret a pour objet d'adopter cette stratégie nationale dont l'objectif global est de contribuer à promouvoir les conditions optimales favorables à la stabilité du Niger, au renforcement de l'aspect social durable et à l'amélioration de la sécurité humaine. Projet de décret portant modalité d'application de la loi numéro 2019-17 du 24 mai 2019 portant statut autonome des enseignants permanents de l'École nationale d'administration. Le présent projet de décret est pris en application de la loi numéro 2019-17 du 24 mai 2019 portant statut autonome des enseignants permanents de l'École nationale d'administration. Ce projet de décret vient parachever un processus de révision des textes de l'ENA afin de doter cette école pépinière des cadres d'un personnel enseignant motivé et apte à répondre de manière efficace à toutes les exigences de la formation. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant renouvellement de la prorogation des mandats des conseils municipaux de villes régionaux ainsi que de la durée des pouvoirs des délégations spéciales. Le mandat des conseils municipaux de villes et régionaux est de 5 ans. Toutefois, au terme des dispositions des articles 23 nouveaux et 98 nouveaux de l'ordonnance numéro 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code général des collectivités territoriales, modifié notamment par la loi 2016-31 du 8 octobre 2016 et l'ordonnance numéro 2018-01 du 9 février 2018, en cas de nécessité, ce mandat peut être prorogé de 6 mois, renouvelable par décret pris en Conseil des ministres sans que la durée cumulée des prorogations ne dépasse celle d'un mandat. De même, en ce qui concerne les délégations spéciales remplaçant les conseils municipaux de villes et régionaux, l'article 180 nouveau du Code général des collectivités territoriales dispose à son alinéa 2 que lorsque les circonstances ne permettent pas l'organisation de la consultation électorale en vue du renouvellement du conseil dissous, démissionnaire ou dont l'élection est annulée, la durée des pouvoirs de la délégation spéciale est prorogée pour une période de 6 mois, renouvelable par décret pris en Conseil des ministres, sans que le total cumulé des prorogations ne dépasse la durée du mandat du conseil municipal ou régional. C'est en application de ces dispositions légales qu'intervient le présent projet de décret pour renouveler la prorogation des mandats des conseils municipaux de villes et régionaux, ainsi que celle de la durée des pouvoirs des délégations spéciales à compter du 17 février 2021 inclus. Cette dernière prorogation est rendue nécessaire par des impératifs d'ordre pratique tenant à la coïncidence du processus de validation des résultats définitifs des élections locales et la poursuite du scrutin présidentiel dont la campagne électorale pour le deuxième tour est en cours, rendant ainsi difficile l'installation effective des nouveaux organes délibérants et exécutifs des communes et des régions. Toutefois, en cas d'installation avant le terme de la prorogation de nouveaux organes délibérants et exécutifs élus, la prorogation prend fin de plein droit. Cette installation doit commencer au plus tard début mars 2021. Au titre du ministère du Pétrole, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation du contrat de partage de production CPP entre la République du Niger et la société Niger Oil Company, SA relatif au bloc R5, R6, R7. L'actionnariat de la société NOC est composé de la société Azimut, de la société AMCO, de la société nigérienne de pétrole Sondep et de personnes privées nigériennes. Le contrat va permettre d'accroître les travaux visant à mettre en valeur de nouvelles ressources pétrolières sur les 10 blocs prospectifs et les recettes de l'État. En outre, la société NOC s'engage, au titre de l'autorisation exclusive de recherche, à financer les programmes sociaux en concertation avec les autorités locales du lieu de réalisation des opérations pétrolières.
Elle contribuera également à la formation et au perfectionnement des agents du ministère en charge des hydrocarbures. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de loi modifiant la loi numéro 2020-066 du 10 décembre 2020 portant statut autonome du personnel de contrôle de la Cour des comptes. La loi numéro 2020-066 du 10 décembre 2020 portant statut autonome du personnel de contrôle de la Cour des comptes a prévu en son article 14 les différents grades des magistrats de la Cour des comptes conformément aux standards internationaux des juridictions financières. Elle a prévu en outre en ses articles 19 et 20 les modes d'accès au corps des magistrats financiers dont la hiérarchie est arrimée sous de nouvelles appellations à celle du corps des magistrats de l'ordre judiciaire. L'échelonnement indiciaire de référence des magistrats financiers est celui fixé par le statut de la magistrature et son décret d'application. L'article 101 de la même loi a prévu les critères de répartition des magistrats en fonction à la Cour dans les différents grades des magistrats financiers en tenant compte à la fois de leur expérience dans le domaine des finances publiques ou toute autre matière utile au bon accomplissement des missions de la Cour et de l'ancienneté au sein de cette juridiction. Toutefois, il a été constaté que l'ancienneté à la Cour a été omise aux articles 19 et 20 de la loi susmentionnée pour les conseillers qui accéderont ultérieurement à la Cour, ce qui crée une rupture d'égalité entre eux et ceux déjà en fonction à la Cour. La présente modification est proposée pour corriger cette omission. Projet de décret portant adoption du rapport national au troisième cycle de l'examen périodique universitaire, EPU. L'examen périodique universel est un mécanisme institué par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution numéro 60-251 du 15 mars 2006. Il est conduit par le Conseil des droits de l'homme et a pour objectif d'évaluer la situation globale des droits de l'homme dans les 193 États membres de l'Organisation des Nations unies. Cet exercice volontariste consiste à apprécier la capacité d'appropriation par les États des différents mécanismes mis en place par l'ONU pour promouvoir les droits humains, les mesures prises pour leur donner effet et les progrès réalisés dans le domaine. À l'issue de cette évaluation, des recommandations sont faites par les États examinateurs à l'État examiné dans le but d'améliorer la situation des droits de l'homme sur son territoire. Le présent rapport, qui est le troisième du genre, témoigne de la forte volonté de notre pays de respecter ses engagements internationaux librement souscrits. Au titre du ministère des Domaines, de l'Urbanisme et du Logement, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant déclassement de la réserve foncière objet de l'îlot 5004 d'une superficie de 11 354 m², lotissement Sonissi sur le site de la ville de Zender. Dans le cadre de la tenue des festivités du 18 décembre, dans la ville de Zender, 3 terrains avaient été retenus pour la création de la cité du 18 décembre et d'un centre de conférence. Parmi ces terrains figurait une partie du terrain objet du titre foncier numéro 7087, auparavant affecté à la Caisse nationale de sécurité sociale. Pour dédommager cette institution pour la partie occupée d'une superficie de 8 000 m², la réserve foncière objet de l'îlot 5004 dans le territoire de la ville de Zender, d'une superficie de 11 354 m², lui a été affectée par arrêté en date du 24 mai 2019. Pour permettre à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS de jouir pleinement de ce domaine, il s'avère indispensable de déclasser le dit îlot du domaine foncier public au domaine privé de l'État. Au titre du ministère de l'Équipement, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2020-081 /PRN -MEQ -M2UL -MF du 24 janvier 2020 portant acte de cessibilité des propriétés à exproprier dans le cadre de la construction de la route Bagaroua-Ilela 107 km, des bretelles PK10 d'Andaji 17 km, d'Andaji d'Angona 10 km et des travaux connexes. La route Bagaroua-Ilela, les bretelles PK10 d'Andaji, d'Andaji d'Angona et les travaux connexes ont été déclarés d'utilité publique par décret numéro 2017-520 /PRN -MEQ -MDH -MF du 16 juin 2017. Les propriétés se trouvant dans l'emprise de ces voiries
ont été déclarés cessibles au profit de l'État suivant décret numéro 2020-081-PRN-MEQ-M2UL-MF du 24 janvier 2020. Cependant, la liste des propriétaires à exproprier dans le cadre des dits travaux n'a pas pris en compte certains propriétaires dont les biens ont été affectés. Le présent projet de décret est donc pris pour compléter la liste des personnes impactées dans le cadre de ces travaux et rendre cessibles au profit de l'État les propriétés concernées en vue de leur expropriation conformément à la législation en vigueur. Au titre du ministère de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant transfert des biens meubles et immeubles du Palais de Congrès. Par décret numéro 2020-011-PRN du 10 janvier 2020, il a été créé auprès de la présidence de la République l'Agence nationale pour l'économie des conférences, ANEC, dont la mission principale est le développement de l'économie de conférences. L'article 2 du dit décret précise que l'ANEC est chargée, entre autres, d'assurer la gestion de toutes les infrastructures qui lui sont affectées dans le cadre des conférences et autres événements internationaux. Le présent projet de décret a donc pour objet de transférer les biens meubles et immeubles de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Palais de Congrès dissous à l'ANEC. Au titre du ministère de l'Industrie, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret accordant le bénéfice des avantages du régime conventionnel des dispositions spéciales du Code des investissements à la société Translogistique Salou pour ses activités de transport de marchandises diverses et d'hydrocarbures au Niger et dans la sous-région et l'exploitation de carrières de sable, de gravier, d'argile et de latérite au Niger. La société Translogistique Salou est une société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 10 millions de francs CFA dont le siège social est fixé à Malbaza. En cas d'obtention de l'agrément, la société s'engage entre autres à investir 9 milliards 054 850 014 francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement dans son activité et à créer 395 emplois permanents. Le projet contribuera en outre à la modernisation du secteur des transports terrestres de marchandises et à l'amélioration de la compétitivité nationale dans le domaine des transports des marchandises et d'hydrocarbures. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de la Santé publique, Dr Karaji Ayarga Suleiman, matricule 78 972-Y, est nommé directeur général du service d'aide médicale d'urgence SAMI au ministère de la Santé publique. Au titre du ministère des Enseignements professionnels et techniques, M. Youssouf Mohamed El Mokhtar, ingénieur agronome, est nommé président du conseil d'administration du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA au ministère des Enseignements professionnels et techniques. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, M. Oud Ambouka, chargé d'enseignement, est nommé gouverneur de Niamey. M. Moussi Bingui Adam, directeur administratif, est nommé directeur général de l'Agence nigérienne de financement des collectivités territoriales ANFICT. Au titre du ministère des Mines, M. Ousmane Ibrahim, ingénieur des sciences appliquées, est nommé directeur général de la SOPAMINE. Au titre du ministère des Finances, M. Maman Laouli Amadou, inspecteur principal du Trésor, matricule 115038-L, est nommé contrôleur des marchés publics et des engagements financiers au ministère du Plan et au ministère du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire et les structures rattachées, en remplacement de M. Issa Ali, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Mme Alou Ramatou Daga, directeur administratif, matricule 115-197-C, est nommé contrôleur des marchés publics et des engagements financiers de l'agence du barrage de Kandaji. Mme Rachida Yakouba Mahaman, inspectrice principale du Trésor, matricule 115-039-M, est nommée contrôleur des marchés publics et des engagements financiers à l'INRAN, à l'ONAHA et à l'IPEDER en remplacement de M. Maman Laouli Amadou, appelé à d'autres fonctions. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du ministre de la Santé publique relative à la situation de la pandémie de la COVID-19. À la date du 11 février 2021, la situation se présente comme suit.
Le RO est de 0,271 à la date du 11 février 2021 contre 0,280 à la date du 20 janvier 2021. Situation de la COVID-19 dans la sous-région ouest-africaine à la date du 8 février 2021. Cumul des cas notifiés 347 585. Cumul de décès enregistrés 4 337, soit 1,25%. Total cas guéris 298 949, soit 86%. Total cas actifs 44 298, soit 12,7%. Stratégie de la riposte au 11 février 2021. Confinement. Total cas confinés 23 510. Total cas sortis du confinement 23 154. Total cas en cours d'autoconfinement 356. Stratégie de prise en charge. Au total, 76 869 tests sont réalisés au 11 février 2021, à l'issue desquels on dénombre 4 665 cas confirmés, 4 100 sorties guéries, 167 décès enregistrés, 398 patients actifs, 32 patients en hospitalisation, dont 1 en réanimation. Il a été constaté une baisse importante du taux de positivité parmi les voyageurs demandeurs de PCR, passant de 9,18% en décembre 2020 à 4,8% en janvier 2021. Le taux de positivité des cas suspects est quant à lui passé de 29% en décembre 2020 à 19% en janvier 2021. Défis et difficultés. La nécessité d'une large diffusion du décret déterminant les infractions relatives à la lutte contre la propagation du coronavirus et les sanctions applicables. La prise des textes d'application du décret en vue d'une application effective des sanctions. L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de communication efficace sur l'introduction des vaccins contre la COVID-19 au Niger. L'introduction dans les meilleurs délais des vaccins contre la COVID-19 au Niger. Décision. Vulgariser le décret déterminant les infractions relatives à la lutte contre la propagation du coronavirus et les sanctions applicables par les ministères concernés à travers des points de presse et de conférences de presse dans toutes les langues nationales. Donner un délai de 2 semaines avant la mise en application du décret pour permettre aux ministères concernés de prendre des arrêtés déterminant les modalités d'application. Réouvrir les lieux de spectacle, salles de cinéma et les débits de boissons sous réserve du respect strict des mesures barrières. Cependant, les boîtes de nuit restent fermées jusqu'à nouvel ordre. 2 communications du ministre de l'Équipement. La première communication est relative à l'attribution d'un marché public passé par appel d'offres ouvert pour les travaux d'aménagement et bitumage de la voie d'accès à l'hôpital général de référence de Niamey, y compris le drainage des eaux au ravin de Kouartagui. Ce marché d'un montant de 3 054 438 396 francs CFA, toutes taxes comprises, a pour attributeur provisoire l'entreprise Morey avec un délai moyen d'exécution de 6 mois. La deuxième communication est relative à l'attribution d'un marché par appel d'offres restreint pour les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Bolbol, Lido, Guéchemé, Tibiri, Koremaïwa et les bretelles Tibiri, Nasarawa, Tombouya et Doumega, frontière de Nigeria. Ce marché d'un montant de 55 milliards 188 millions 086 francs, toutes taxes comprises, a pour attributeur provisoire l'entreprise générale de bâtiments et travaux publics avec un délai d'exécution de 30 mois. Une communication de la ministre de l'Énergie relative à la signature d'un contrat additif dans le cadre de l'extension de la centrale solaire de 7 MW de Malwaza pour une capacité de 1 MW. Ces 3 communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté 0107/PM/ARMP du 1er août 2019 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. Une communication du ministre des Transports relative au lancement des travaux de construction de la ligne ferroviaire Kano-Katsina-Zibia-Maradi. Le ministre des Transports par intérim
M. Sadou Seydou, a effectué une mission à Katsina, au Nigeria, le mardi 9 février 2021, dans le cadre du lancement des travaux de construction de la ligne ferroviaire Kano-Katsina-Jibia-Maradi. La délégation était composée notamment de l'ambassadeur du Niger au Nigeria, de la consul du Niger à Kano, du gouverneur de la région de Maradi, des élus, des opérateurs économiques et des experts. La cérémonie a été présidée par son Excellence Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, compte tenu du caractère hautement stratégique et intégrateur du projet. En effet, le projet consiste en la construction d'une ligne ferroviaire à écartement standard longue d'environ 300 km, de 15 gares de différentes catégories, des dépôts de matériel roulant ainsi que des ateliers de maintenance pour relier les capitales économiques du Niger et du Nigeria au port nigérian de Lagos notamment. Le trafic quotidien de la ligne est estimé à 9 364 passagers et 3 000 tonnes métriques de marchandises dès 2023. La mise en œuvre du projet va permettre d'élargir et d'intégrer les marchés, de faciliter le mouvement des personnes et des biens, de contribuer à la paix et de créer des conditions locales propices, notamment en termes d'emploi pour un développement économique et durable de nos deux pays. En particulier pour le Niger, il s'agit de diversifier ses ports de transit, de préserver son patrimoine routier, de limiter l'impact de la vétusté de son parc automobile et de booster le développement des industries lourdes sur son territoire. Tel que souligné par son Excellence Muhammadu Buhari dans son allocution, la mise en œuvre du projet ferroviaire Kano-Katsina-Jibia-Maradi favorisera le commerce transsaharien et contribuera aux gains attendus dans l'accord de libre-échange continental africain ZLECAf, dont son Excellence Issouf Mahamadou a été le champion. À cet égard, les ministres des Transports de la République du Niger et de la République fédérale du Nigeria s'attachent activement à accélérer la mise en œuvre du dit projet. D'ores et déjà, 1. Le gouvernement de la République fédérale du Nigeria a décidé de financer entièrement la construction de la ligne ferroviaire Kano-Katsina-Jibia-Maradi, y compris le tronçon se trouvant sur le territoire nigérien. 2. Le gouvernement de la République du Niger a décidé de conduire une étude d'impact environnemental et social sur son territoire en vue d'une éventuelle expropriation des terrains et du dédommagement associé. 3. Pour l'exécution des travaux, des discussions poussées relatives à l'exonération des droits et taxes au passage des frontières sont engagées. 4. Les deux pays sont davantage engagés à garantir la sécurité sur l'ensemble de leur territoire et en particulier, et pour la circonstance, sur le corridor Kano-Katsina-Jibia-Maradi. 5. Ils sont également engagés à fournir davantage des efforts pour asseoir dans le domaine de leurs échanges une stratégie durable par le rapprochement de leur réglementation, l'amélioration de la sécurité, la facilitation des transports, la révision des accords, la promotion du secteur privé. Il faut noter qu'il s'agit de l'un des 3 projets ferroviaires répertoriés dans le pipeline de la coopération nigéro-nigériane. C'est également un projet inscrit dans le plan directeur d'interconnexion ferroviaire de la CEDEAO ainsi que dans la stratégie nationale des transports au Niger 2017-2025. Le gouvernement se félicite de l'excellence des liens de coopération qui unissent les deux pays frères. Merci Ali Issaka. Nous le rappelons dans les titres, le président de la transition de la République du Mali, Ba Ndaw, est arrivé ce matin à Niamey pour une visite d'amitié de travail. Le point sur le séjour du président Mali à Niamey avec Léli Yahya Zerabi et Iminil Kasmokta. C'est la deuxième fois en l'espace d'un trimestre que le président de la transition malienne foule le sol nigérien. Ba Ndaw, arrivé en début de matinée, a été accueilli à la descente de la passerelle de l'avion par le Premier ministre Brigitte Raffini avant de recevoir les honneurs militaires et d'être salué par le corps constitué. Le président de la transition malienne s'est par la suite rendu à la présidence de la République où il a été reçu par le chef de l'État Issoufou Mahamadou. Les deux présidents ont fait un tour d'horizon de l'actualité sous-régionale et régionale, plus marquée par la persistance de l'insécurité au Sahel et la pandémie de la Covid-19 qui a profondément affecté l'économie des pays de l'UEMOA. Cette visite du président Ba Ndaw intervient à quelques jours du prochain sommet du G5 Sahel prévu se tenir à N'Djamena au Tchad. Un point important qui sera assurément évoqué lors des échanges.
Après la rencontre élargie aux deux cabinets, le président de la transition malienne a pris congé de son hôte nigérien Issoufou Mahamadou et a été raccompagné à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey par le premier ministre Brigitte Rafini. Agenda officiel suite, audience au cabinet du président de la République. Issoufou Mahamadou s'est entretenu avec le président de la commission de l'UEMOA, Abdellah Borema, visite de courtoisie où le président de la commission de l'UEMOA a présenté l'état de l'Union et a également parlé du prochain sommet de l'UEMOA prévu le 25 mars prochain. C'est une visite de courtoisie que j'ai l'habitude de rendre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à chacun de mes passages ici dans cette belle ville de Niamey, assurément transformée par des infrastructures économiques et sociales réalisées au cours des 2 mandats du président Issoufou. Visite de courtoisie, dis-je, pour d'abord présenter au chef de l'État les civilités d'usage en pareilles circonstances et aussi pour lui présenter l'état de l'Union, une Union que vous savez confrontée depuis peu à une triple crise, une crise sécuritaire, une crise sanitaire et une crise économique. Les gouvernements, les institutions comme la commission de l'UEMOA, les partenaires techniques et financiers s'attellent à apporter des solutions à court et moyen terme liées aux conséquences dommageables de cette triple crise, notamment au niveau social. Bien sûr, j'ai évoqué des points spécifiques avec le chef de l'État relativement au prochain sommet de l'UEMOA qui se tiendra le 25 mars 2021, plaise à Dieu. Enfin, j'ai saisi l'opportunité pour féliciter le président de la République pour la qualité de l'organisation du processus électoral en cours au Niger depuis le mois de décembre et qui sera clos le 21 février 2021, plaise à Dieu. Nous prions le bon Dieu pour que ce processus puisse se terminer en paix et en sécurité et surtout que le bon Dieu aide le peuple nigérien à choisir pas simplement le meilleur, mais son meilleur serviteur. De cette édition, le médiateur de la République poursuit sa mission de sensibilisation sur la tenue des élections apaisées à l'intérieur du pays. Ce matin, Maître Ali Sirif Meiga était l'hôte de population de la capitale de l'Ader. Le point avec Mahmoud Idrissa et Samuel Sifala. À Tawa, le médiateur de la République, Maître Ali Sirif Meiga, a rappelé tout d'abord à l'assistance que la région de Zender a élu pour premier député du Niger, Diori Hamani, et celle de Tawa, Jibo Bakari, une belle leçon d'unité nationale et de cohésion sociale, a-t-il déclaré. Par ailleurs, le médiateur de la République n'est pas passé par 2 chemins pour appeler l'ensemble des populations, particulièrement les leaders politiques de tous bords, à consolider avant tout la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale. Le médiateur de la République constate avec amertume et une vive préoccupation que depuis un certain temps, le Niger, déjà aux prises avec une insécurité récurrente, connaît une agitation sans précédent qui, si l'on y prend garde, finira par faire le lit de la cohésion sociale de manière à hypothéquer gravement son existence, même en tant qu'État. Le médiateur de la République rappelle à tous que cette terre que nous ont léguée nos ancêtres est à la fois notre bien collectif et l'héritage de nos enfants. Je demande particulièrement aux leaders politiques de refréner les ardeurs conflictuelles de leurs militants, engagent avec insistance les autorités administratives, les chefs coutumiers, les leaders religieux, les responsables d'organes de presse et des réseaux sociaux de tenir fermement la main afin que cessent ces débordements actuels. Leaders politiques, les Nigériennes et les Nigériennes vous écoutent, vous entendent, vous observent et vous regardent. Le chef de canton de Tawa
le chef du groupement Peul, les leaders religieux, ainsi que le secrétaire général du conseil de ville de Tawa ont tous salué cette initiative du médiateur de la République allant dans le sens de la cohésion sociale. Il n'est un secret pour personne que les élections bien tenues permettent d'assurer la paix, la sécurité et le développement de notre cher pays. C'est pourquoi je demande à tout un chacun d'apporter sa modeste contribution pour garantir la bonne tenue des élections en vue d'éviter tout dérapage. Les groupements féminins aussi ont bondi dans le même sens, ainsi que les représentants des jeunes. Les partis politiques de tous bords ont d'une seule voix parlé de paix, de cohésion sociale et d'unité nationale. Les mots de l'opposition ont été fidèles à nos mots. J'apprécie à 100% l'initiative de sillonner toutes les régions afin de sensibiliser les gens sur la paix. C'est ce que l'avenir attend de nous. Il faut rappeler que cette campagne de sensibilisation est soutenue par le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Après le TAP de Tawa, la caravane se poursuivra dans la région de Dosso.